Je n'ai jamais pensé que le mariage pourrait devenir la corde qui me lierait à la mort. Ce jour-là, au-dessus du puissant fleuve Niger, le vent glacial me giflait le visage, tandis que les pales de l'hélicoptère rugissaient au-dessus de ma tête. L'air vibrait, empli d'un sifflement aigu qui semblait traverser mes os. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas la hauteur ni le bruit qui m'effrayait. C'était l'homme à mes côtés, mon mari, Femi. Ses yeux, autrefois doux lorsqu'il avait demandé ma main, étaient désormais remplis de haine et d'avidité. Avant que je puisse prononcer un mot, il hurla par-dessus le vacarme des pales. « C'est le seul moyen, Amina. La fortune de ton père m'appartient. » Avant que je puisse réagir, il me poussa violemment par les épaules. Je hurlai alors que mon corps se soulevait du bord de l'hélicoptère. Pendant une seconde qui sembla durer une éternité, je flottais dans le vide, suspendu entre la vie et la mort. Le monde entier se mit à tourner autour de moi, et un silence oppressant enveloppa mes pensées. Je voyais le fleuve s'étendre en dessous, sombre et tumultueux, comme une gueule prête à m'engloutir. Ma dernière pensée avant le choc avec l'eau n'était pas la peur de mourir, mais la vengeance. Pour comprendre ce moment, il faut revenir en arrière, à la genèse de ma naïveté et de ma trahison. Je m'appelle Amina Issef, fille unique du chef Issef, un riche homme d'affaires d'Abuja, Nigeria. Mon père avait bâti son empire à partir de rien. Ses propriétés s'étendaient sur plusieurs hectares. Il possédait des stations-service, des compagnies de transport, et sa réputation était sans égale. Mais avec la richesse viennent l'envie et la jalousie. Beaucoup le haïssaient pour son succès, et moi, sa fille unique, je portais ce poids partout où j'allais, invisible mais omniprésent. Ma mère était morte quand j'avais 10 ans. Dès lors, j'étais devenu le joyau de mon père, protégé des vicissitudes du monde. J'allais dans les meilleures écoles, toujours transporté dans des jeeps noirs aux vitres teintées. On murmurait que quiconque m'épouserait, épouserait également la fortune de mon père. J'ai cru que l'amour pourrait me protéger de ce monde cruel. Puis Femi entra dans ma vie. Grand, élégant, peau d'ébène, sourire charmant, voix apaisante. Il prétendait être un entrepreneur de la gosse, sûr de lui, raffiné, vêtu de veste en courras ajustée et parfumé d'une eau de Cologne coûteuse. Pendant 2 ans, il me courut après, envoyant lettres, fleurs et jeûnant même pendant le ramadan pour impressionner mon père. Petit à petit, il gagna sa confiance. Mon père déclara un jour : « Si cet homme t'aime vraiment, je ne m'y opposerai pas. » Le mariage fut grandiose. Les tambours traditionnels yoruba se mêlaient au chant gospel. La salle scintillait de décorations dorées et de dentelles luxueuses. Plats de riz jollof, suya et amala s'étalaient à profusion. Je portais une robe en dentelle argentée, mon gelé large flottant comme une aile dans la lumière. Femi, à mes côtés en agbada, ressemblait à un roi. Tout le monde applaudissait et acclamait, ignorant la tempête cachée derrière son sourire. Les 6 premiers mois furent parfaits. Il me traitait comme une reine, me préparait le petit déjeuner, me promenait sur le fleuve. Mais peu à peu, son masque se fissura. Une nuit, rentrant ivre, il hurla : « Amina, ton père contrôle tout. Quand vas-tu lui dire de me remettre les affaires ?» Je restai figé. La première fois que je vis la faim briller dans ses yeux, ce fut une révélation glaciale. J'essayai de le calmer. « Femi, mon père décidera en son temps. Sois patient. » Mais patience n'existait pas dans son dictionnaire. Ses cris devinrent des menaces, et je compris que mon mari me voyait non comme une femme, mais comme un pont vers la fortune. Lorsque mon père tomba malade, sa tension grimpant dangereusement, Femi vit une opportunité. Il le pressa de transférer ses biens, et mon père refusa catégoriquement. « Je ne le donnerai jamais à un étranger. Si Amina a des enfants, ils hériteront, pas toi. » Et cette nuit-là, dans notre chambre. « Si ton père ne me le donne pas de son vivant, peut-être que la mort fera le travail plus vite, » murmura-t-il. Mon sang se glaça. Le jour où il m'invita à survoler le fleuve en hélicoptère, je crus à une surprise romantique. Mais quand nous prenions de la hauteur, ses mains se posèrent sur les miennes, fermes, presque douloureuses, et prononcèrent les mots qui glacèrent mon âme. « C'est ton dernier voyage, Amina. Dis adieu à l'empire de ton père. » Avant que je puisse crier, il me poussa. Le monde tourna, ma robe battant comme des ailes brisées, et le fleuve approchait, rugissant, indifférent à mon désespoir. Je frappai l'eau avec un fracas qui me coupa le souffle. L'obscurité envahit mes yeux. Mon corps coula, glacé, mais quelque chose en moi refusa de mourir. Une voix intérieure me murmura : « Vis, Amina, vis pour ta vengeance. » Je me débattis contre le courant, parvins à remonter à la surface, haletante. L'hélicoptère s'éloignait déjà, un point minuscule à l'horizon. Il croyait que j'étais morte. Mais j'étais vivante. Et ma vengeance venait de commencer.
La presse s'enflamma. La fille du chef ISEF meurt dans un accident d'hélicoptère. Mon père, toujours hospitalisé, était entouré de pleureurs. Et Fémi, ce serpent, pleurait à l'entrée, feignant la douleur. Cette nuit-là, dans un hôtel bon marché, je me regardais dans le miroir. Cheveux en désordre, yeux rouges, lèvres gercées. On me croyait morte. Moi, je planifiais déjà le moment où je frapperais. Quand mon corps frappa la surface du fleuve, la douleur fut si brutale qu'elle effaça toute pensée cohérente. L'eau sombre m'engloutit aussitôt, glacée, violente, m'arrachant l'air des poumons comme une punition. Le fleuve Niger n'avait ni compassion ni mémoire. Il roulait, puissant et indifférent, comme s'il avait déjà avalé 1000 vies avant la mienne. Je sentis mes bras s'agiter dans le vide, mes jambes se débattre sans direction. La panique montait, épaisse, suffocante. J'avalais de l'eau, toussais sous l'eau, croyant un instant que c'était là que tout se terminerait. Des images jaillirent dans mon esprit comme des éclats de verre. Le sourire fatigué de mon père. Les mains douces de ma mère avant qu'elles ne disparaissent. Les couloirs brillants de notre maison, emplis d'échos d'enfance. Puis le visage de Fémi s'imposa, figé dans une expression froide, presque satisfaite. Cette image déclencha quelque chose en moi. Une colère primitive, viscérale. Je refusais de mourir pour lui. Je battis l'eau de toutes mes forces, griffant l'obscurité comme une bête piégée. Mes poumons brûlaient, mes muscles hurlaient, mais je montais. Quand ma tête perça enfin la surface, je hurlai, aspirant l'air avec une violence presque douloureuse. Autour de moi, le fleuve continuait son cours, ignorant mon combat. Le ciel était gris, sans pitié. L'hélicoptère avait disparu. Je nageais longtemps, porté par une volonté qui dépassait la raison. Mes vêtements alourdis me tiraient vers le fond, mes bras tremblaient, mais je vis la rive. Une bande de terre boueuse, fragile promesse de survie. Lorsque mes doigts touchèrent enfin la berge, je m'y agrippai comme à une prière. Je rampais hors de l'eau, haletante, tremblante, le corps couvert de blessures invisibles. Je restais là, étendu sur le sol humide, à écouter mon cœur battre. J'étais vivante. La nuit tomba rapidement. La fièvre s'installa peu après, brûlante et implacable. Des pêcheurs me trouvèrent à demi inconsciente, le regard perdu. Ils murmurèrent entre eux dans un dialecte que je comprenais à peine. Pour eux, j'étais une étrangère blessée, rejetée par le fleuve. Ils me donnèrent de l'eau, me couvrirent d'un tissu rêche et me cachèrent dans une cabane de fortune. Cette nuit-là, je sombrai dans un délire profond. Je rêvais que je tombais encore, sans fin, et que Fémi me regardait chuter, les bras croisés, le sourire aux lèvres. Je me réveillai en sursaut, le corps trempé de sueur, la gorge serrée par des cris étouffés. À l'aube, quand la fièvre se calma enfin, une certitude s'imposa à moi avec une clarté terrifiante. Je ne pouvais plus retourner à ma vie d'avant. Aux yeux du monde, Amina Issef était morte. Les jours suivants, j'écoutais la radio en silence. La nouvelle de mon « accident » se répandait partout. Les journaux parlaient de tragédies, de destins cruels. On montrait des images de mon père, affaibli, entouré de proches en larmes. Et Fémi jouait son rôle à la perfection. Il portait le noir, baissait la tête, parlait de moi avec une voix brisée. Chaque mot était un mensonge. Chaque larme, une insulte. Je l'observai de loin un jour, dissimulé sous un foulard, le cœur battant de rage. Le voir libre, respecté, pleurer comme un veuf inconsolable, me donna la nausée. Mais je ne fis rien. Pas encore. La vengeance, je le comprenais désormais, exigeait du silence et du temps. La rencontre avec mon père dut se faire dans l'ombre. Une nuit sans lune, par une entrée secondaire de l'hôpital. Quand il me vit, amaigri, les traits tirés, il crut voir un esprit. Ses mains tremblaient lorsqu'il toucha mon visage, comme pour s'assurer que je n'étais pas une illusion. « Amina » murmura-t-il, la voix brisée. Je dus retenir mes larmes pour lui raconter la vérité. La chute, la trahison, la survie. Chaque mot semblait l'affaiblir davantage. « Ne dis à personne que je suis vivante, papa » lui demandai-je. « Surtout pas à Fémi. » Il hésita, effrayé, puis acquiesça lentement. Il comprenait. Ma mort apparente était désormais mon seul bouclier. C'est durant cette période que Moussa réapparut dans ma vie. Ancien chauffeur de mon père, homme discret et loyal, il savait des choses que je redoutais d'entendre. Il me révéla que Fémi avait étudié notre famille bien avant de m'approcher, qu'il avait infiltré notre entourage, gagné la confiance de chacun, attendu patiemment son heure. Mon amour avait été son plan. Nous nous rencontrions dans des lieux abandonnés, parlant à voix basse. Moussa me montra des documents, des relevés, des noms.
Plus j'en apprenais, plus ma naïveté passée me faisait honte. Mais je ne pouvais plus me permettre la faiblesse. La nuit de l'entrepôt fut celle où tout bascula. Nous étions venus récupérer des preuves, pensant être discrets. Femi arriva sans prévenir. Son visage n'exprimait aucune hésitation lorsqu'il sortit son arme. Le coup de feu résonna comme un tonnerre. Moussa s'effondra devant moi, le regard encore surpris. Je criai, mais le son resta coincé dans ma gorge. Femi me chercha dans l'ombre, mais je parvins à m'enfuir. Cette nuit-là, quelque chose se brisa définitivement en moi. L'innocence, la peur, les derniers restes d'amour. En regardant le corps sans vie de Moussa, je compris que je ne pouvais plus reculer. Je ne voulais plus seulement survivre. Je voulais détruire. C'est à ce moment que je rencontrai Jedi. Un homme marqué par les combats invisibles, aux yeux fatigués mais lucides. Il connaissait Femi. Il connaissait son empire clandestin. Comptes offshore, sociétés écrans, hommes politiques achetés. La clé USB qu'il me remit semblait banale, mais elle contenait la vérité brute. Je passais des nuits entières à apprendre, à lire, à comprendre ce monde froid où l'argent parlait plus fort que le sang. Chaque chiffre était une trahison. Chaque ligne, un crime. Je n'étais plus seulement une femme trahie. J'étais une survivante en préparation de guerre. La mort n'était plus une menace pour moi. Elle était devenue une compagne silencieuse, tapie dans chaque décision, chaque déplacement, chaque respiration contrôlée. Depuis que j'avais été effacé du monde, je vivais comme une ombre, avançant sans laisser de traces. Nouveaux noms, nouveaux vêtements, nouvelles habitudes. Amina Issef appartenait désormais aux journaux et aux souvenirs. Celle que j'étais devenue n'avait plus besoin d'identité. Avec Jedi, nous bâtissions patiemment notre guerre. Pas une guerre bruyante, pas celle des armes visibles, mais celle des chiffres, des documents, des preuves impossibles à effacer. Il m'enseigna à lire entre les lignes, à comprendre comment l'argent circulait, comment les crimes se dissimulaient derrière des signatures propres et des sourires polis. Chaque nuit, penché sur des dossiers, je découvrais un peu plus l'étendue de l'empire de Femi. Et chaque découverte renforçait ma détermination. Je pensais souvent à Moussa, à son regard surpris avant de s'éteindre. Sa mort n'était pas seulement une perte, elle était un rappel constant. L'erreur n'était plus permise. La moindre faille nous coûterait la vie. Alors je me fis discipliner, presque froide. J'appris à contrôler mes émotions, à respirer lentement quand la colère montait. La vengeance exigeait une clarté absolue. Nous commençâmes par de petites frappes. Un compte bloqué à l'étranger. Une transaction suspecte signalée anonymement. Une rumeur glissée au bon endroit. Rien d'assez visible pour alerter immédiatement Femi, mais suffisamment perturbant pour fissurer sa confiance. Les réactions ne tardèrent pas. D'après nos informateurs, il devenait nerveux, colérique. Il passait des nuits entières à passer des appels, à menacer, à soupçonner ses propres alliés. La peur s'installait lentement, comme un poison. C'est à ce moment-là que l'inspecteur Adabowal entra dans notre cercle. Un homme au visage marqué par la fatigue et la désillusion. Il avait refusé les pots de vin, refusé de détourner le regard, et cela lui avait coûté sa carrière. Mais il n'avait pas perdu son sens de la justice. Les preuves que nous lui présentâmes furent suffisantes pour raviver en lui une flamme qu'il croyait éteinte. Ensemble, nous élaborâmes un plan précis, méthodique, sans place pour l'improvisation. Le but n'était pas seulement de faire tomber Femi. Il fallait l'exposer sur tous les fronts, simultanément. Que ses protections politiques s'effondrent. Que ses partenaires financiers se retournent contre lui. Qu'aucune influence ne puisse étouffer l'affaire. Ce serait une tempête, soudaine et totale. Pendant ce temps, je pensais à mon père. Cloué sur son lit d'hôpital, affaibli mais lucide. Je ne pouvais pas le voir souvent. Chaque visite était un risque. Mais son regard me donnait la force de continuer. Il savait. Il comprenait. Et dans ses yeux, je ne voyais ni pitié ni peur, seulement une confiance silencieuse. Cela me portait plus que n'importe quelle arme. La veille du déclenchement, l'atmosphère était lourde. Le silence semblait chargé d'électricité. Chaque bruit me faisait sursauter. Nous savions que Femi sentait le danger. Les signes étaient là, ses déplacements imprévisibles, les hommes armés autour de lui, les messages cryptés. Pourtant, il ne savait pas d'où viendrait le coup.